Bien, nous allons poursuivre maintenant le débat, ou plutôt l'ouvrir réellement. Je vais donner la parole aux personnes qui sont à ma droite et à ma gauche. Tout d'abord, nous avons Madame Gaëlle Courtens, qui est de formation journaliste, mais qui a une forte connaissance élargie des droits humains, de sociologie, etc. Elle est actuellement représentante ou attachée à la Fédération des Églises protestantes en Italie et également attachée à l'agence de presse Nelle Notizie Evangeliche, donc basée à Rome actuellement. Ensuite, tout à ma droite, nous avons Monsieur Andreas Gross, qui est un ex-politicien actif, qui a été très longtemps parlementaire suisse et parlementaire européen, qui est actuellement directeur de l'Atelier pour la démocratie directe à Saint-Ursanne, écrivain prolixe. Je vous conseille de lire aussi les nombreux ouvrages qu'il a écrits. Donc voilà, à ma droite, ensuite, Monsieur Eric Ackermann, qui est membre de la communauté israélite de Genève et qui a une connaissance très fine du dialogue interreligieux en étant par ailleurs président de la plateforme interreligieuse de Genève. Mais c'est au titre bien du représentant de la communauté israélite que Eric va intervenir. Voilà. Donc, par ordre d'intervention, je demanderai d'abord à Andreas Gross, qui en tant que politicien a certainement un tas de choses à dire et à réagir par rapport au texte et entendu par, enfin lu et surtout produit par le professeur Pasquale Ferrara. Donc, qu'a-t-il à dire? Est-ce qu'il y a une sortie de crise possible? Est-ce que d'abord vous partagez le constat émis par Monsieur Ferrara? Et puis, dans un deuxième temps, quelle sortie de crise au pluriel, pour nous dire, pouvez-vous nous soumettre? Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Conta. Merci beaucoup pour cette opportunité à participer à cette réflexion que je pense que le moment est absolument bien choisi, c'est un moment crucial. À votre question, je partage 90% de l'analyse et j'essaie de vous proposer une sortie de cette multiple crise. Le seul problème que j'ai seulement 5 minutes à le faire. Mais on va revenir après. Tout ce que vous aimez encore savoir de plus, je vous prie de poser comme question ou comme remarque. Moi, je suis très ravi que Monsieur Professeur Ferrara, le seul nom qui a cité 3 ou 4 fois, c'est le Suisse le plus européen dans le XXe siècle de la Suisse, Monsieur Denis de Rougemont, de Neuchâtel et de Genève. Parce que, et moi j'étais 21 ans, j'ai travaillé dans le conseil. Parce que moi, j'ai jamais oublié ce que Denis de Rougemont a écrit dans un appel sur un tract qu'il a distribué dans le processus de formation de l'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe. Il était fondé en 49, en mai 49, et Denis de Rougemont a distribué un tract en août 50 envers ces parlementaires, à l'époque c'était 12 pays ou 13 pays, pas les Suisses naturellement. Il a dit, n'oubliez pas ce que vous êtes responsable de faire ici, pas vous rassembler et bavarder, mais faire la Constitution européenne. La Constitution fédéraliste européenne, c'était le projet le plus des gens les plus engagés après la guerre, préparé déjà pendant la guerre par des gens qui étaient en prison en Italie, en Belgique. En Belgique, par exemple, la résistance a dit, après la guerre, on va faire ce que les Suisses, ils ont fait en septembre 1848. On va fédérer les cantons sans que les cantons perdent ce qu'ils sont alors les États, mais ils vont redevenir encore plus que seulement leur État, mais une partie d'une fédération européenne. Ce projet n'était pas possible à l'époque historiquement, parce qu'on peut discuter ça, ça serait très intéressant. Moi, je pense que le nationalisme a beaucoup plus survécu que ces pionniers. Ils ont pensé pendant la guerre, ils ont pensé que la guerre va discréditer le nationalisme.
Malheureusement, chez les peuples, il est beaucoup plus survécu, mais aussi à cause de la division en Europe, parce que l'Europe était partagée, n'était pas unie. Alors, on a fait deux choses par conséquence. Une chose, c'était, ils ont fait la Convention des droits de l'homme. Ça aurait été le premier chapitre de cette Constitution. C'est une œuvre fondamentale, fantastique. C'est un projet utopique qui a été réalisé parce qu'il y a 100 ans, on n'aurait jamais pensé que c'est possible d'établir une juridiction supranationale qu'on peut adresser comme citoyen d'un État si cet État casse ou suit pas les valeurs des droits de l'homme. C'est une idée fantastique, mais il faut savoir que c'était seulement possible parce que c'était un petit fruit d'un beaucoup plus grand projet. Et le pire qu'on peut dire pour aujourd'hui, comme résumé de l'analyse de monsieur le professeur, aujourd'hui, ces États ne seraient plus en mesure de s'entendre sur une telle convention. Et ça, c'est un choc. Hein? Et la deuxième chose, parce que la Constitution n'était pas possible, ils ont dit, on va faire l'économie avant la politique, on va pousser les gouvernements par les citoyens, on va faire un traité par une Constitution. Et c'était l'idée de faire en 1947, avec le traité de Rome, on a fondé le marché européen. Et depuis, ce marché est développé, il est devenu beaucoup plus de marché, mais sa base était restée un traité. Alors, on a renoncé à ce que Denis de Rougemont et Spinelli et des autres, ils ont déjà vu comme nécessité après la guerre, une constitution, une transnationalisation de la démocratie dans un projet fédéraliste, c'est-à-dire un projet qui unit les diversités, mais fait quand même une unification sans casser la diversité et la pluralité. Et moi, je pense que la globalisation, comme vous avez très joliment dit, ces valeurs de la Révolution française, aujourd'hui, l'État-nation ne peut plus défendre ces valeurs. On a besoin de l'Europe, comme ils ont compris après la guerre, la globalisation, la mondialisation a montré encore beaucoup plus que c'est juste ce qu'ils ont eu comme projet. Mais les politiciens des années 90, ils étaient peut-être ils ont été intéressés à faire partager les Allemands de leur agrandissement, de l'unification allemande, mais ils n'étaient pas intéressés à la démocratie. Et si je dis ça, c'est une autocritique très grave parce qu'à l'époque, on ne peut presque plus croire, 2/3 du comité des ministres, des premiers ministres étaient des socialistes ou des social-démocrates, mais dans les social-démocrates, il y a le mot démocratie. Et sans démocratie, il n'y a pas le social. Le social, c'est une conséquence de la démocratie et pas l'autre côté, comme chez Bismarck. Et ça, ils ont totalement oublié. Et on a fait une monnaie unique sans que les politiques nécessaires pour que cette monnaie unique est vraiment unifiante et pas une contribution à une désunion comme nous avons vécu l'année passée, on n'a pas fédéralisé, on n'a pas communautarisé. Et aujourd'hui, je suis convaincu, je vois que les 5 minutes s'achèvent déjà, il faut plus de l'Europe, d'une certaine manière. Mais on ne va jamais recevoir plus de l'Europe avec l'accord des citoyens, parce que ça, c'est nécessaire, sans que aussi la démocratie devienne européenne. Et à cause, parce que là, la vision est presque bloquée, il y a très peu de gens qui ont le courage de le dire, il y a une régression envers le nationalisme. Et on peut seulement casser le nationalisme ou le mythe de la nation, de l'État-nation, de sa capacité en développant, en partageant la démocratie aussi sur le niveau européen, avec un vrai double chambre parlement, avec un Sénat, avec des députés, avec un vrai gouvernement responsable aux parlementaires, basé sur une constitution qui est votée par un double référendum
au même week-end dans tous les pays européens. Et ceux qui ne veulent pas participer, ils vont dire non et ils peuvent sortir. Mais ça, c'est la vision et je suis convaincu que c'est juste et c'est pour un Suisse, c'est heureux qu'on peut revenir à Denis de Rougemont, mais le pire, c'est que même beaucoup de Suisses, ils ne connaissent plus Denis de Rougemont et ils ne savent pas pourquoi il est tellement actuel. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gross. Donc voilà une première réponse de type à la fois politique et institutionnel. Je vais donner maintenant la parole à Eric Ackermann, qui lui va peut-être élaborer sur la question de la place des communautés religieuses dans ce projet européen et nous emmener au fond sur un terrain qui est à la fois sensible, mais je crois incontournable de la spiritualité au sens large. Donc Eric, tu as la parole. Merci beaucoup. Plus modestement, effectivement, j'aimerais rappeler un petit peu les valeurs qui me tiennent à cœur. Comme un chant d'espérance, c'est Jean d'Ormesson qui écrit que l'immense avantage de Dieu, qui est si peu vraisemblable, et de donner au monde invraisemblable lui aussi une espèce de cohérence, c'est quelque chose qui ressemble à l'espérance. Et je crois que c'est cette espérance dont il s'agit. Voilà tout. Cette espérance qui manque cruellement au monde d'aujourd'hui, aux gens d'aujourd'hui. Et la religion et la République et l'État, si nous évoquons la Suisse, doivent lutter ensemble parce qu'une religion omniprésente est dangereuse pour une société, tout comme son éradication. On évoque spiritualité, on évoque la religion. Je ne vais pas répéter les étymologies d'ailleurs de ce vocable, mais si vous me permettez, alors je ne vais pas retenir la version de Cicéron à travers religere, mais plutôt religare, parce que religare étymologiquement signifie de se relier à quelque chose qui me dépasse. Peu importe comment je l'appelle, si je l'appelle Yahvé, si je l'appelle Bouddha, si je l'appelle Jésus, si je l'appelle Mahomet, l'essentiel c'est de ne pas se sentir tout puissant et qui ne m'autorise donc pas à dominer mes semblables, mais bien au contraire, de recouvrir un tantinet de l'humilité, et c'est de cette humilité qu'il s'agit. Je ne sais pas qui disait, quand j'étais enfant, au siècle dernier, est-ce que le 21e siècle sera religieux ou pas? En tous les cas, si Kant définit la religion en disant « j'ai dû mettre de côté le savoir pour laisser la place à la croyance », je suis de ceux qui pensent que la croyance doit alors imposer à la raison l'humilité. Et c'est cette humilité qui nous permet aux uns et aux autres de vivre ensemble. J'aimerais faire en fait l'apologie de la différence, parce que nous sommes tous des enfants, pour la plupart, d'Abraham, père des monothéismes, et Abraham est l'hébreu. Et étymologiquement, l'hébreu se dit ivri en hébreu, et c'est celui qui passe de l'autre côté. Rappelez-vous les textes de Jabès, passer sur l'autre rive, pour marquer sa différence. Mais marquer sa différence, il ne s'agit pas de s'écarter, s'isoler du monde qui m'entoure, mais plutôt de marquer cette différence pour marquer ma responsabilité vis-à-vis du monde qui m'entoure. Et réapprendre à l'humanité que nous sommes tous différents, et c'est parce que nous sommes tous différents, et ce n'est pas un pis-aller, bien au contraire, c'est parce que nous sommes tous différents que nous devons apprendre à vivre ensemble. J'ai pensé, avant de venir, je lisais un texte de Nabati qui parlait de la vache folle. Je pense que c'est un sujet européen qui pourra nous titiller un peu, mais je crois que l'abrasion des différences était responsable, il y a une quinzaine d'années, de ce qu'on a nommé la vache folle. Que la nourriture, moyen de prolongation de la vie, source de joie, source de plaisir, s'est muée en danger mortifère, nos herbivores ruminants étaient devenus des cannibales, et sans le savoir, et victimes de la folie des hommes, bafouant les différences, cette avidité de production et de rentabilité à tout prix, et notre refus d'intégrer les limites et les distances. Quelle vacherie. En tous les cas, c'est cette envie d'abraser les différences à tout prix
au nom du vivre ensemble, qui est finalement, pour moi, une hérésie, parce que le vivre ensemble, c'est justement de composer avec les différences de chacun. Même dans le mariage, il est plus facile de briser des alliances que d'assurer l'étrangeté de la personne qui est en face de soi. Et c'est cette étrangeté, on a longuement crié, clamé haut et fort ce leitmotiv qui est dans le 18e chapitre de Lévitique, aime ton prochain comme toi-même, mais ce n'est pas exactement ce que le dit le texte en hébreu. Pour ce qu'il a de différent, l'autre quand il est le plus autre possible, comme dit Bernheim. Comme il est, et de le respecter dans sa différence. Et je reprends un peu ce que disait le professeur, on a le Hillel l'Ancien qui présente plutôt une définition à l'envers de cet amour du prochain, plutôt ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, et qui nous permettrait finalement de composer, de conjuguer tous ensemble. Et je crois que c'est ça, le respect de l'autre. Et c'est peut-être à travers ce respect de l'autre que l'on retrouve toutes ces exhortations des prophètes qui vont sans cesse, c'est récurrent dans toute la fin du Premier Testament, à travers les prophètes, que être religieux, c'est d'abord comprendre l'autre, respecter l'autre, parce que servir Dieu, c'est comprendre que chaque personne, chaque individu, chaque être humain est créé à son image. L'image divine qui, lui, lorsqu'on veut bien lui donner sa place. Alors le lien à l'autre donne du sens à mon rapport au divin. L'homme, s'il est à l'image de Dieu, forcément, je ne sais pas ce que veut dire Dieu en tant que juif, mais si l'homme est à l'image de Dieu, quand je vais vers l'autre, je vais forcément vers Dieu. Je vous remercie. Merci Eric pour ce message qui va au-delà d'une réponse, disons, technique, bien au-delà, qui est à la fois philosophique, sage, qui nous rappelle peut-être les choses essentielles. Merci maintenant, et je donne la parole à Gaëlle Courtens, qui, elle, va nous amener sur un terrain très concret. Elle va nous faire part d'une expérience extrêmement intéressante qui s'est passée en Italie, qui va au fond mettre l'accent à la fois sur la coopération entre société civile et gouvernement et d'autres structures. Et vous verrez qu'il y a de quoi inspirer nous autres si on désire faire quelque chose. Gaëlle, vous avez la parole. Merci Madame Conta. Je voudrais remercier les organisateurs de cette table ronde pour l'invitation à parler d'un sujet de très grande actualité et de grande préoccupation aussi. Et il n'y a aucun doute que l'Europe se trouve aujourd'hui devant de défis considérables par rapport auxquels elle ne semblerait pas réellement être à l'auteur. Et le professeur Ferrara l'a évoqué, en parlant de multicrises. C'est vrai que l'Europe traverse non seulement une importante crise politique, économique, sociale et sécuritaire, et je voudrais ajouter morale, toujours et encore, si je pense aux Panama Papers par exemple, mais surtout elle doit faire face à la plus grosse crise migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une combinaison explosive qui met sérieusement en danger la construction de l'Europe elle-même. La montée des mouvements d'extrême droite, xénophobes, antisémites, islamophobes en sont bien la preuve. Mais tout n'est pas perdu. Il est vrai aussi qu'il existe une société civile européenne qui a à cœur les valeurs et les principes de l'Europe. Une force silencieuse qui a les énergies et les ressources pour défendre justement ces valeurs et principes comme la solidarité, l'accueil, la non-discrimination, l'état de droit, l'humanitarisme. Une force qui, quand elle trouve la collaboration et la confiance des institutions politiques, peut faire la différence. Et le projet pilote des couloirs humanitaires que je veux vous présenter ici, qui a été mis sur pied par la Fédération des Églises protestantes en Italie, en collaboration avec la communauté de Sant'Egidio, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, est un mouvement de catholiques laïcs international,
et justement est un exemple de cette façon d'essayer de changer, de faire une autre narration. Il s'agit d'un projet totalement autofinancier et il est financé grâce à l'Otto per Mille Valdese. Alors il s'agit du 8 pour 1000 qui est une part des taxes des contribuables italiens et qui est accordé donc à l'Église vaudoise, qui sont les réformés et les méthodistes en Italie. L'opération de nature œcuménique, et je suis vraiment contente d'en parler ici, dans ce cadre qui est une rencontre œcuménique entre le mouvement des Focolari et le Conseil œcuménique des Églises. Donc, l'opération de ces couloirs humanitaires est de nature œcuménique et humanitaire, et elle a débuté en février 2016 à partir du Liban. Une centaine de réfugiés syriens en conditions particulièrement vulnérables, parmi eux de nombreux enfants, sont arrivés en Italie par avion, court-circuitant le trafic criminel des passeurs, sans risquer leur vie sur des embarcations périlleuses pour traverser la Méditerranée. Maintenant, comment tout ceci a été possible? La base juridique qui a permis toute cette opération est l'article 25 du règlement européen établissant le Code communautaire des visas, repris d'ailleurs par la Suisse en 2009. Celui-ci prévoit la possibilité pour un État d'accorder des visas limités à son territoire pour des raisons humanitaires. Et c'est avec ce visa délivré par l'ambassade italienne à Beyrouth, après tous les contrôles d'identification et prise d'empreintes digitales, que sont arrivées les 25 familles syriennes, chrétiennes et musulmanes sans distinction. 150 autres réfugiés arriveront de Beyrouth dans les tout prochains jours. Normalement, au début du mois de mai, nous attendons vraiment déjà le prochain groupe, peut-être 2 avions qui arriveront avec de nouveaux réfugiés. Donc, par cette initiative, les promoteurs du projet ont démontré qu'il existe une alternative humaine et respectueuse des conventions internationales pour permettre à qui en a le droit d'arriver en Europe d'une façon sûre et légale et, une fois sur le territoire européen, de pouvoir avancer une requête d'asile. Tout ceci a été possible grâce à un protocole d'entente entre les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur d'une part, et de l'autre part, les promoteurs du projet, donc la Fédération des Églises protestantes en Italie, Sant'Egidio et la Table vaudoise. Pour l'instant, l'accord prévoit l'arrivée de 1000 personnes sur une durée de 2 ans. C'est certainement un chiffre symbolique, on s'en rend bien compte, mais qui diminue néanmoins la portée politique du projet. Notre petit projet pilote est une good practice, comme il y en a plusieurs en Europe. Mais ce qui le rend peut-être plus intéressant, c'est qu'il s'agit d'un exemple de collaboration entre société civile et gouvernement. Un modèle qui peut être mis en œuvre dans n'importe quel État partie à l'espace Schengen, et donc aussi en Suisse, par exemple. Ce que nous espérons, c'est que d'autres acteurs de la société civile européenne, religieux ou pas religieux, à la fin, je veux dire, c'est pas important, puissent obtenir de leurs institutions ce que nous avons obtenu des nôtres, c'est-à-dire confiance et collaboration. Et je ne vous cache pas que nous avons eu les encouragements du président de la République italienne, Sergio Mattarella, que nous avons eu à la conférence de presse à l'arrivée de ce groupe, le ministre des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni, que nous avons eu l'encouragement aussi du Conseil œcuménique des Églises, car nous avons pu présenter ce projet déjà au mois de janvier, ici, dans cette même salle, et que nous avons aussi eu les encouragements de Pape François, qui a souligné, lui, à l'Angélus du 6 mars dernier, la dimension œcuménique de notre projet. Ce projet montre bien, comme dans une Europe qui trop souvent se laisse paralyser par la xénophobie, il est possible de construire une autre narration qui s'inspire aux droits de l'homme, que justement l'Europe a codifié et défendu la première. Dans cette histoire, il y a beaucoup de voyages.
les réfugiés qui fuient leur pays, puis finalement arrivent en Italie, nos opérateurs italiens qui ont fait de nombreux allers-retours entre l'Italie et le Liban, mais surtout il y a le voyage de nous tous au cœur des valeurs et des principes de l'Europe. Et comme le disait Hans-Dietrich Genscher, qui a disparu récemment, l'Europe est notre avenir. Nous n'en avons pas d'autre. Merci Madame Courtens pour ce témoignage extrêmement positif, je dois dire extrêmement encourageant. Donc maintenant j'ouvre le micro au public, parce que ceux qui souhaitent poser une question veulent bien venir ici, ceci sera plus simple. Donc je ne sais pas si... ou même là-bas, oui. Vous pouvez aller sur ce micro là-bas. Donc, y a-t-il une question? Monsieur Sommaruga. D'accord, alors on va peut-être vous amener le micro. Merci beaucoup. Alors oui, je suis un vieux de la vieille, un homme du passé, Cornelio Sommaruga, mais je suis très heureux d'être ici parmi vous et d'avoir suivi cette discussion très prenante. La première chose que je voudrais remarquer, c'est que je crois que nous avons eu dans cette discussion une petite confusion sur le concept d'Europe. On a beaucoup parlé d'Europe, mais on pouvait se demander, est-ce que c'est l'Europe géographique? Est-ce que c'est l'Europe politique qui s'appelle maintenant Union européenne? Et est-ce que c'est ce qui est mon Europe, l'Europe du Conseil de l'Europe, qui va de Vancouver à Vladivostok, mais de Occident vers Orient, et qui comprend des valeurs qui sont dans les statuts du Conseil de l'Europe. Vous en avez ajouté quelques-uns, mais ce sont naturellement le respect des droits de l'homme, c'est la démocratie, c'est l'état de droit. Mais c'était bien d'entendre encore répéter ce que dans cette salle et ailleurs, Chiara Lubich a souvent insisté, c'est-à-dire la fraternité. La fraternité qui est une valeur très importante qu'il faut avoir entre nous, au-delà des religions, au-delà des appartenances politiques, au-delà des nationalités. Or, ayant dit cela, je voudrais faire ici une remarque au sujet de l'extraordinaire initiative prise par la communauté de Sant'Egidio avec l'Église évangélique italienne, l'Église vaudoise. J'en ai beaucoup parlé, je suis un ami de Sant'Egidio, j'ai beaucoup parlé avec les délégués, avec Andrea Riccardi de cela. Je trouve que c'était une excellente initiative et c'est une initiative qui est là aussi comme exemple. C'est bien de l'avoir fait, mais il faut en faire d'autres. Je suis très heureux qu'il y a quelque chose qui bouge maintenant en Suisse pour pouvoir réaliser la même chose. Je sais qu'aussi au Parlement suisse, dans la commission des affaires étrangères, on a discuté de ce projet des corridors humanitaires. Je crois que ça, c'est très important. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Où est l'Europe? Oui, il y a une crise à l'Union européenne. Du reste, qu'est-ce qu'il y a eu à l'Union européenne? La plus grande erreur, ça a été d'appeler Union, après Maastricht, cette communauté, sans qu'il y ait une politique de sécurité, une politique étrangère, une politique commune qui soit vraiment décidée. Et alors, nous sommes devant la crise de l'Union européenne, mais nous ne pouvons pas nous exclure
si nous sommes des pays comme la Suisse, très proches de l'Union européenne, simplement parce que nous participons à Schengen, Dublin et à tout autre accord de ce genre. Alors, quelle est la réponse que nous pouvons donner? Je crois que c'est très important de rester sur une réponse qui comprenne la spiritualité. Nous ne pouvons pas être complètement en dehors de ce que le Tout-Puissant peut nous inspirer d'avoir. C'est une réponse qui doit ne pas être résignation. Du reste, en allant dans le temps, l'idéateur de ce qui est devenu le marché commun et plus tard la communauté européenne, Jean Monnet a dit, au fond, l'Europe se constituera à travers beaucoup de crises. Les crises renforceront l'Europe. Alors, nous devons penser, non pas seulement pour l'Union européenne, pour la communauté européenne, nous devons penser pour nous tous, l'Europe. Il y a des crises, mais on peut réagir. Et nous devons sentir notre responsabilité. Cette globalisation des responsabilités dans un monde qui est globalisé doit nous toucher tous. Chacun d'entre nous doit se sentir engagé pour aller dans le sens d'une meilleure situation, d'une meilleure Europe. Je n'ai pas une ordonnance médicale pour vous dire comment on peut arriver, mais déjà l'engagement personnel de tous ceux qui se sentent responsables, que ceux qui pensent à cette idée européenne est quelque chose de très positif. Et c'est dans ce sens que je suis très content que nous soyons ici, tous ensemble, dans cette réunion. Merci. Merci, Monsieur Sommaruga, pour ces précisions que je trouve extrêmement importantes. Effectivement, même en préparant le débat, on s'était posé la question, au fond, de quelle Europe parle-t-on? Est-ce que c'est celle des institutions sur lesquelles on est longuement revenu quand même, hein, à deux reprises en tout cas, ou bien c'est la conception beaucoup plus large des valeurs européennes, l'un complétant l'autre, il est évident, mais nous-mêmes faisons partie de l'Europe, en tant que Suisse, il est vrai. Donc, merci pour cette précision. Merci aussi pour ce message d'engagement, parce que je crois que vous êtes un magnifique exemple vous-même de cet engagement qui n'a jamais cessé, et de remettre effectivement la spiritualité au cœur du message que l'on prendra à la fin. Voilà, donc il y a une première contribution. J'aimerais savoir s'il y a évidemment d'autres questions dans la salle et vous appeler à venir au micro. Je m'excuse, je pense que je suis trop petite pour aller au micro. Je vous en prie. Je suis née l'année de la guerre. Je suis née un petit peu de manière différente des enfants. Je suis née dans un avion. Et j'ai été une de ces demi-millions d'enfants perdus en Europe pendant la guerre. Je crois qu'il n'y a jamais eu beaucoup d'études qui aient été faites à ce sujet. Je pense qu'il y a eu certainement d'autres enfants. Et je voudrais dire que l'Italie a joué un grand rôle. La Croix-Rouge italienne a joué un grand rôle, justement, à la fin de la guerre, pour que ces enfants puissent retrouver quelqu'un, soit de leur famille, soit de leur lignée. Pourquoi je parle de ceci, c'est que l'Europe, pour moi, ça a été ma vie, ça a été mon chemin. Et je suis médecin, je suis devenue médecin. Je suis restée seule, donc de l'âge de 3 ans à 7 ans. Et quand on m'a retrouvée à 7 ans, j'avais encore la taille d'un enfant de 3 ans. Et je dois vous dire que je suis restée très attachée aux animaux, parce que c'est grâce aux animaux que j'ai pu me nourrir. Je ne me souviens pas d'un chien qui m'ait fait peur quand je mangeais dans son assiette. Et il y avait une chose qui m'a frappée lorsqu'après j'ai grandi. C'était l'admirable diversité qu'il y avait en Europe. Il y avait toutes les langues.
les gens venaient de partout et chacun s'aidait. À tout point de vue, c'était pas seulement la nourriture, c'était les vêtements. Peut-être certains d'entre vous se souviennent qu'on se prêtait les vêtements. Il n'y avait rien de nouveau. Chacun s'aidait les uns les autres. Et là, il n'y avait pas de question de religion. Il y avait les questions culturelles. Et lorsqu'on parle de la culture en Europe, on pense toujours à ce que la personne qui a parlé maintenant a parlé du Conseil de l'Europe, et je crois que c'est ce qui reste pour nous. C'est-à-dire cette grande culture, cette interculturalité qui est notre soutien, notre berceau, et je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est notre espoir. Je dois vous dire que je représente à l'ONU une association qui s'appelle World Citizens et que nous essayons de faire en sorte que, par exemple, là, je regrette qu'il n'y ait pas tout un pan qui fait partie de l'Europe, qui est l'islam. Parce que l'islam a apporté des choses très importantes qui font partie de nos valeurs. Et je suis depuis 4 ans, je suis médecin, j'aide comme je peux, il y a très peu de femmes en ce moment comme médecin, dans la région du Moyen-Orient et en particulier en Syrie. Et je crois qu'il faudrait comprendre que notre culture et ce qu'on a mis sur pied, c'est-à-dire la justice pour tous. Lorsque je parle avec des musulmans, eh bien, il y a toujours, l'Europe représente les droits des êtres humains, de tout le monde, quelle que soit sa tendance, quelle que soit, etc. Et ça a été très fort. Et je crois qu'il ne faudrait pas oublier ceci. On vient tous de bords différents. Ce n'est pas tellement la religion qui compte. Je crois que c'est le respect de l'autre. Parce que si on n'a pas le respect de l'autre, on ne pourra rien bâtir. Et je crois qu'il faut faire beaucoup d'innovation, à la fois dans les cœurs des gens, dans nos cœurs, et essayer de voir l'autre. Merci, madame. Je crois que ce témoignage nous a non seulement émus par la vérité que vous avez démontrée, mais aussi par le témoignage en général de ne pas exclure les gens. Nous avons un témoignage d'abord de culture, d'interculturalité. C'est ce que je retiendrai avant tout, et d'ouverture, évidemment, au restant du monde avec leur richesse. Merci, madame. Maintenant, juste avant de donner la parole à d'autres personnes dans la salle, je me souhaiterais juste saluer le secrétaire général Olaf Thwaite, qui vient d'arriver, qui se trouve parmi nous. Il aura la parole dans quelques minutes. Je voulais d'ores et déjà le saluer. Voilà, nous poursuivons notre débat. Oui, vous avez la parole, monsieur Gardiol. Merci. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit, en particulier aussi cet engagement de l'Église vaudoise en tant que descendant de Vaudois du Piémont. Je suis très fier de cette Église très minoritaire qui arrive de manière œcuménique en plus à mobiliser les gens pour aller dans un sens qui est justement de tenir à des valeurs qui sont fondamentales pour les uns et pour les autres. À vous entendre, je me dis que la réelle politique fait que la difficulté de l'Europe, c'est de s'inscrire dans une certaine cohérence. Parce que on entend un certain nombre de discours, on voit un certain nombre d'engagements, mais après, on a l'impression que tout ça s'effrite ou se contredit. Alors, je donnerai 2 exemples un peu locaux. La Suisse s'était engagée effectivement par le Conseil fédéral à accueillir 5000
syriens il y a déjà 2 ans, je crois. Je crois qu'il y en a quelques centaines qui sont arrivés. On peut se poser la question de mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? J'aime bien l'idée de corridor humanitaire. En même temps, nous allons voter au mois de juin une Xème révision de la loi sur l'asile en Suisse qui va définitivement verrouiller la possibilité pour des gens en danger de déposer une demande d'asile dans une ambassade suisse. Je pense qu'on est là confronté toujours à cette absence de cohérence et à des messages complètement contradictoires et à des politiques complètement contradictoires qui font que justement cette identité n'est plus perceptible et que les valeurs s'effritent constamment à cause de cette pratique. Un dernier exemple encore, aujourd'hui, avec l'ouverture que la Suisse fait pour un commerce d'armes avec les pays du Moyen-Orient en guerre au Yémen. Et je crois que tout cela rend incompréhensible la lecture de l'engagement et des valeurs que nous voulons défendre. Merci pour cet apport, Maurice. Monsieur Gardiol, je vois la salle. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que vous avez des précisions à demander? Bonsoir, je m'appelle Rainer Gudet, je travaille pour Initiative et Changement, en des organisations qui est aussi un soutien de cet événement. On a notre centre de conférence à Caux. Cet été, on va discuter justement sur l'Europe. Vous êtes tous invités à continuer la discussion. Mais j'avais une question, Pasquale Ferrara a parlé aussi de l'importance de la tolérance. Je poserai la question à tous, est-ce que la tolérance est assez? Et si peut-être, c'est un drôle de mot, on est intolérant très vite, mais est-ce que ça c'est pas, est-ce qu'on n'a pas besoin de quelque chose de plus pour bâtir cette Europe qu'on nous souhaite? Et sinon, de nouveau, Pasquale Ferrara a parlé aussi d'aimer la complexité, peut-être de chacun, comment on pourrait aimer plus la complexité ou comment le soutenir? Est-ce qu'on ne cherche pas plutôt c'est des choses simples? Je sais que ça ne veut pas dire d'enlever la complexité, mais quelques pistes que vous pouvez nous donner aussi en tout ça. Merci. Merci. Alors peut-être, je demanderai d'abord à Monsieur Ferrara de répondre à la question, peut-être aussi aux autres intervenants, parce que je pense que vous avez aussi des choses à dire. Voilà. Merci beaucoup pour les questions. Bon, on a parlé, quand j'ai parlé de la tolérance, j'ai ajouté immédiatement que la tolérance, c'est le point de départ, c'est pas le point d'arrivée. C'était la perspective de Denis Derougemont qui pensait à cette époque que la tolérance était déjà assez pour une Europe qui sortait de la guerre. Mais la tolérance ne peut pas construire une communauté politique. Il s'agit plutôt de trouver la façon de faire en sorte qu'on puisse trouver une identité commune. Ça, c'est le défi de l'Europe. Parce que c'est bien la diversité, mais comment on peut, disons, cette diversité se transformer dans un projet politique? Et c'est compliqué, c'est la complexité, justement, parce que d'une part, on a dit qu'on a besoin beaucoup plus d'Europe si on veut résoudre les problèmes de la finance, les problèmes de l'immigration, les problèmes de l'environnement et tout ça. De l'autre côté, nous avons la question de la souveraineté, qui est, disons, l'expression de l'identité nationale, même de l'identité locale. Comment trouver une solution pour, disons, mettre ensemble cette idée de la souveraineté comme expression de l'identité et partager la souveraineté? Parce que je refuse l'expression qu'on dit quelquefois dans l'Europe, il faut faire des cessions de souveraineté. Ce n'est pas une cession de souveraineté, c'est de faire en sorte que nous pourrions être ensemble plus souverains, plus capables de donner des services et des solutions aux citoyens européens. Ça, c'est la question. Mais pour faire ça, on a besoin aussi d'une classe politique, dite franchement, qui ait le courage de faire des choix qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas des choix qui puissent, disons, donner l'assurance d'être réélus.
disons. C'est la question de la souveraineté, la question des communautés locales. Il faut expliquer. Donc, la leadership politique, c'est pas suivre simplement l'opinion. C'est expliquer, c'est mettre des arguments sur la table, c'est justement s'engager dans une discussion, une conversation avec les citoyens, en expliquant que le monde a changé. On ne peut pas rester dans notre petit village, dans notre petite nation, avec notre culture, notre identité, même notre histoire. L'histoire de l'Europe, comme vous l'avez dit, madame, c'est une histoire plurielle. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'Europe. On ne peut pas penser l'Europe sans le monde au dehors de l'Europe. Ça serait absurde. Donc, le monde islamique, on a dit, il faut rappeler, par exemple, que toute la pensée grecque sur la démocratie est passée en Europe grâce à l'islam. Parce que à travers des traductions qu'on a pu sauver, disons, la traduction même de l'identité politique européenne. Donc, les choses sont très compliquées à gérer. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin du courage, on a besoin de jeunes qui puissent penser les choses d'une façon plus dynamique. L'imagination politique qui manque aujourd'hui. Parce que si un leader politique se limite à suivre l'opinion, on n'a pas d'imagination et on n'a pas de solution. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut aussi poursuivre là-dessus? Oui, Monsieur Gross. Si. Alors d'abord, j'aimerais encore ajouter ou complémenter peut-être ce que M. Sommaruc a dit, que ce n'est pas par hasard que nous avons toujours changé un peu entre l'Union européenne et l'Europe, le vrai Europe. Parce que des 47 dans le Conseil d'Europe, il y a 3 petits micro-États qui ne peuvent pas. Et il y a 2, 3 comme la Norvège et la Suisse qui ont des problèmes, et tous les autres, ils aimeraient adhérer. Et c'est une des raisons pourquoi il faut changer, refonder la communauté européenne, parce que je préfère aussi ce terme, pour que la capacité d'intégration redevienne quelque chose. Aujourd'hui, la capacité d'intégration est épuisée avec les traités. Et ça, c'est aussi... en Suisse, on aime la démocratie, mais on manque totalement la théorie de la démocratie. On ne sait pas pourquoi on l'aime vraiment. Parce que ça peut intégrer beaucoup des différents sans casser la diversité. Et cette capacité à intégration, ça c'est une des raisons pourquoi, après la fin de la guerre froide, l'intégration était possible d'une manière pacifique. Parce que si vous manquez cet espoir pour la Moldavie ou pour la Macédoine ou pour l'Albanie ou même pour la Turquie, là on voit déjà ce qu'on a fait des dégâts parce qu'on a fermé la porte, il faut leur ouvrir. Si on n'a pas cette capacité, c'est très très dangereux parce que ça renforce le nationalisme et ça pourrait renforcer aussi la manière violente de gérer les conflits. Le deuxième élément, Monsieur Cardiol, je ne pense pas qu'il faut voter non à cause de manque de possibilités de demande d'asile à l'ambassade. Parce que, il est où, Monsieur Cardiol? Parce que moi, j'ai déjà fait ça moi-même en Azerbaïdjan. C'est un des pays le pire, la dictature totalitaire. Et 2 artistes avec leur famille, ils ont reçu un vol humanitaire pour la Suisse pour poser la demande en Suisse. Ça, c'est vraiment réellement, ça ne vaut pas la peine de défendre une fiction qui réellement existe encore, même sous notre titre. Il y a des demandes d'asile, des possibilités de donner d'asile par humanitaire, par les ambassadeurs, chez l'ambassade, même si ce titre n'existe plus. Parce que la Suisse était aussi le seul qui n'a pas encore biffé ça, mais réellement, on n'a pas perdu quelque chose. Il y a peut-être les autres raisons, mais pas celui-là. Alors, il faut trouver encore un meilleur. Et la tolérance, moi, j'aimerais la remplacer par le respect, comme Madame a déjà fait. La tolérance, en allemand, on dit, c'est un Herrschaftsbegriff. C'est pas assez. Le respect, c'est ce qui compte.
Et la deuxième chose, complexité. La complexité, c'est un élément de la réalité. Normativement, il faut défendre la pluralité, la diversité. Parce que là aussi, le marché est unifiant. C'est un des problèmes. Si c'est le marché, dans le sens de la marché transnational globalisant à l'américaine, comme le professeur a dit, ça c'est le plus unifiant qui existe. La diversité doit être protégée politiquement. Et c'est une des raisons pourquoi nous avons besoin de restaurer la capacité politique, et c'est seulement possible par l'établir la démocratie transnationale. Et concernant la souveraineté, sur ce tract que Denis de Rougemont a distribué, il a dit « défendez pas quelque chose que vous avez déjà perdu ». Parce que la souveraineté était déjà une fiction en 1949, et elle est encore beaucoup plus devenue une fiction. Mais fiction entre guillemets, parce que chez nous, en Suisse, c'est les cantons qui sont souverains, même pas la Confédération. Et les cantons, ils peuvent avoir la souveraineté relative, mais on partage et ensemble, on est plus souverain. Et la même chose, on ferait en Europe. Merci pour ces compléments. Est-ce que peut-être quelqu'un d'autre du panel veut donner une autre réponse que simplement institutionnelle ou politique? Cette notion de respect qui me touche particulièrement. Après les attentats à Paris, je suivais un peu toutes les émissions religieuses, musulmanes, chrétiennes, sur la télé. Et au détour d'une émission religieuse, j'entendais un pasteur parisien témoigner. Alors je fais lecture parce que j'ai recopié ce texte, je l'ai retranscrit parce qu'il m'a profondément touché, je voulais le partager avec vous. Les valeurs républicaines, il témoignait donc qu'il faut une espérance collective et portée par chacun des citoyens. Les valeurs républicaines doivent nous rappeler que cette espérance peut être balisée par la liberté qu'il faut préserver, l'égalité qui nous tient les uns et les autres à équidistance, mais surtout la fraternité. La fraternité qui a malheureusement été oubliée et humiliée ces dernières années. Nous devons apprendre à passer de fraternité assassine à des fraternités de réconciliation. Pour avoir été un théologien, moins aujourd'hui, mais on retrouve effectivement cette quête de fraternité tout le long de la Bible, Bible juive et chrétienne. Ce n'est pas un problème de transition de génération en génération, mais c'est plus l'incapacité à des frères ou demi-frères de s'entendre et de pouvoir composer ensemble. Personne ne détient la vérité et nous devons justement apprendre à conjuguer pour permettre de féconder du sens et donner un peu finalement de sens au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Merci Eric. Vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on continue? Oui, en fait, ça m'amuserait de reprendre quelques termes qui ont été mis sur la table, mais dans des contextes différents. Et je commencerai par celui de la fraternité, solidarité qu'on avait évoqué. Et en l'appliquant au projet dont je vous ai parlé des couloirs humanitaires, ça a été frappant combien la solidarité est contagieuse. Nous avons vu que dès qu'on avait parlé à l'Italie, qu'on avait un groupe de Syriens, qu'on voulait prendre un avion de ligne, l'Italie nous a payé les billets de tous les réfugiés. On est arrivé à Aeroporto di Roma, avec le directeur de Aeroporti di Roma, on a organisé une conférence de presse pour l'arrivée de ces réfugiés. On leur a donné, Aeroporti di Roma leur a offert le petit déjeuner à tous les 100 réfugiés qui étaient là, tous les gamins. La solidarité est très très forte. Les gens ont envie de participer à ce genre de truc, ont envie d'être un petit morceau de cet incroyable projet qui fait histoire finalement. Donc on peut dire qu'on était là aussi. Et je veux dire, ça c'est très très beau et très très émouvant de voir ça. Il y a d'autres exemples. Il y a un petit garçon syrien réfugié, 10 ans, il s'appelle Dia, qui a sauté sur une bombe à Homs. Il est de Homs en jouant au football en dessous de chez lui et il a perdu sa jambe gauche. C'est comme ça avec sa famille, ils ont fui jusqu'au Liban. Ils ont vécu pendant 2 ans et demi dans un petit camp de réfugiés à la
à la frontière entre la Syrie et le Liban. Et on a donc Dia, on l'a ramené avec sa famille en Italie. Et il existe près de Bologne un centre spécialisé pour les prothèses pour enfants et qui nous a été offert. Donc Dia va être suivi pendant toute sa croissance jusqu'à ce qu'il sera adulte par ce centre gratuitement. Donc voilà, pour vous dire combien finalement ces choses, on n'en parle pas parce que comme il existe un très beau proverbe qui dit un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Mais voilà, donc c'est un peu ça que nous vivons sur le terrain grâce à ce projet. Un autre mot que je voulais reprendre est celui de l'intégration. Et dit par Andreas Gross sur le projet de la communauté européenne, et je trouve aussi que communauté européenne est beaucoup plus beau que Union européenne. Intégration, évidemment, nous devons faire de l'intégration maintenant avec ces réfugiés. Et c'est peut-être la partie la plus difficile et la plus grosse. C'était moins compliqué d'aller les chercher au Liban et de les faire monter sur un avion que ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et avec notre projet qui est justement autofinancier, c'est la grosse partie du financement. Va dans l'intégration. Ces gens sont accompagnés d'un point de vue donc législatif, mais aussi psychologique, dans leur cheminement professionnel. Les enfants vont à l'école. Tous, ils sont déjà inscrits à l'école. Et là encore, par exemple, nous accueillons quelques familles syriennes, chrétiennes et musulmanes près de Rome. Même avant que les enfants aillent à l'école, les maîtresses ont demandé de pouvoir venir avec leur classe dans notre centre de réfugiés pour connaître les enfants avant qu'ils viennent à l'école. Donc tout ça est du concret évidemment, du terre à terre, et on n'en parle pas, et ce sont des choses. Mais juste, alors, intégration est un autre mot, pluralité, diversité, c'est un autre mot qui est tombé sur la table. Et si nous avons ramené des musulmans et des chrétiens, c'était justement pour souligner le fait que c'est vrai qu'au Moyen-Orient, les chrétiens sont persécutés. Mais ce n'est pas vrai qu'il faut faire une différence. Nous faisons une action humanitaire et nous voulons essayer de mettre bien en place une politique qui devrait être, voilà, comme disait Madame, respectueuse de tout le monde, où la diversité, la pluralité est une richesse et que nous avons été, je peux le dire en tant que Fédération des Églises protestantes, très, très inquiets pour comment, par exemple, les pays de l'Europe de l'Est ont géré la situation des réfugiés en disant qu'ils voulaient bien des réfugiés chrétiens et non musulmans, donc en Hongrie et il me semble en République tchèque. Il n'y a que des chrétiens qui ont été jusqu'à présent acceptés, ce qui est une discrimination très très grave à notre avis. Voilà. Merci. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Alors je vous en prie. Je vous remercie. Merci pour vos interventions. Olivier Fleury, je suis responsable de Jeunesse en Mission pour la Suisse. J'ai aussi lancé une association qui s'appelle Jésus Célébration 2033. Ma question, elle est peut-être un peu brutale, mais en même temps, elle m'habite. C'est est-ce qu'on n'aurait pas péché en tant qu'institution ou en tant qu'individu en acceptant ce que le politiquement correct nous a dit, que la foi doit être reléguée à la sphère privée? Ne devrait-on pas activement, et j'aimerais ajouter avec hardiesse et rempli d'amour évidemment, partager nos racines européennes, nos racines de foi et notre foi personnelle et vivante à nos contemporains, à ceux qui sont autour de nous, dans nos villages et dans nos villes? Est-ce que ça serait là un élément de réflexion qui pourrait amener une réponse à la souffrance humaine que nous vivons ici maintenant en Europe et je dois avouer partout sur la planète? Merci monsieur pour cette question. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut répondre? Ça risque d'être un long débat parce que vous voyez que vous touchez au fois aussi à la question de la laïcité, à l'environnement actuel qui est plus fait de sécularisation, etc. Donc je pense que votre témoignage est tout à fait non seulement pertinent mais totalement correct. Maintenant, je ne sais pas si vous avez une réponse très brève éventuelle. Autrement, je crois qu'on va aller peu à peu vers la fin du débat. Est-ce que vous voulez répondre? Oui,
Monsieur Ferrara. Seulement un petit mot sur cette question de la sécularisation, parce que petit à petit, ça est en train de changer. On parle déjà d'une société post-séculaire en Occident et d'ailleurs, et surtout dans mon domaine, c'est les relations internationales, la narration a changé complètement. On ne peut pas analyser le monde aujourd'hui sans prendre en compte le rôle de la religion. Aussi dans un sens critique, bien entendu, mais aussi la religion comme qui est part de la solution et pas seulement le problème. Et une autre petite considération sur la question de l'aide humanitaire, c'est pas par hasard qu'à mon avis, je suis catholique, donc je parle de mon point de vue, que le pape a décidé d'amener à Rome, de l'île de Lesbos, 12 personnes de foi islamique. Parce que c'est justement ça, les chrétiens sont dans une condition tragique au Moyen-Orient, mais sont dans la même condition aussi des familles musulmanes qui vivent jour par jour dans des situations très critiques et dans des villes qui sont bombardées presque tous les jours. Donc, c'est un peu l'idée que la religion doit avoir un souci universel, pas seulement pour les membres de la même foi. Merci. Encore une question. On prendra peut-être encore 2 questions au maximum et ensuite on clôt parce que le temps arrive. Je vous en prie. Oui. Merci. Moi, je m'appelle Sven Probst. Je suis très content d'être ici avec vous. Merci beaucoup pour toutes vos contributions, aussi surtout pour ces expériences concrètes qu'on a entendues tout à l'heure. Ça m'a beaucoup aussi touché. Moi, je me suis aussi posé la question pour l'Europe. On a aussi parlé de la diversité, que la diversité est aussi une richesse et aussi il faut aussi respecter les autres. Mais je me suis demandé, c'est quoi exactement qui nous unit à la fin, nos peuples? C'est quoi exactement qui unit les personnes? C'est quoi exactement qui unit nous ce soir aussi? Et moi, je pense je peux essayer à répondre, vous pouvez ajouter après. Pour nous, pour notre vie sociale, c'est vraiment cette éthique de réciprocité qu'on a aussi parlé tout à l'heure. Dans la religion, on parle aussi de ces règles d'or, de vraiment traiter les autres comme je voudrais être traité. Et je me suis demandé, c'est quoi exactement? Comment j'aimerais être traité? C'est aussi pour chacun et chacune de nous différents. Mais j'ai trouvé quelque chose qui chacun aime, et c'est être aimé. Vraiment comme, c'est vraiment l'amour d'être aimé. Ça, c'est pour moi la chose plus importante pour unir les peuples, d'aimer les autres comme j'aimerais être aimé. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir, je m'appelle Charbel Fakri, un chercheur à la Haute École sociale de Lausanne. Je voulais peut-être revenir à ce que vous disiez dans votre introduction, Madame Conta. Conta, excusez-moi. On a droit à se tromper de temps en temps. Je voudrais revenir à ce que vous disiez dans votre introduction, et vous faisiez la mise au point sur les valeurs spirituelles. Donc, ces valeurs spirituelles, on parle de cette dans l'identité européenne. Est-ce que cette identité européenne existe? On parle de cette identité, mais moi je voudrais peut-être voir les choses depuis une autre perspective, descendre peut-être au niveau individuel, de comment l'individu voit ou retrouve cette identité européenne. Et M. Ferrara nous avait rappelé qu'il ne faut pas chercher ou se baser dans les racines pour construire l'identité commune, l'identité européenne commune. C'est une approche très importante parce que elle ouvre la porte à l'Europe, vers d'autres cultures,
vers d'autres confessions qui ne faisaient pas partie traditionnellement de la culture européenne. Et je parle surtout de l'aspect religieux. Mais cette dimension religieuse existe-t-elle toujours dans l'identité européenne? On a construit peut-être des institutions démocratiques similaires au niveau national. Il y a aussi la question de la communauté européenne, la construction européenne, politique européenne. Mais ça ne suffit pas, je pense, pour dessiner une identité européenne. Et cette identité européenne, je pense, malheureusement, je suis sceptique si elle a toujours une dimension religieuse. Je pense que cette identité est plutôt l'identité du capitalisme. Et elle ne touche pas forcément l'Europe, mais aussi d'autres pays ou d'autres endroits, d'autres régions du monde. Et qui met en rapport de force, pas les Occidentaux, les Orientaux, mais les pauvres et les riches, ceux qui ont du succès et ceux qui n'ont pas de succès dans la société. C'est une identité qui est basée sur l'innovation, sur la rapidité, mais aussi sur l'accumulation du capital. Et je ne parle pas du capital du point de vue simplement économique, mais aussi du capital, de l'accumulation du capital humain, des connaissances, de l'attractivité, etc. Bon, en soi, ces éléments ne sont pas négatifs. Mais si sont la base sur laquelle l'identité se construise, c'est là l'aspect dangereux. Et malheureusement, dans cette société, dans la société capitaliste ou basée sur une identité capitaliste, il n'y a pas un réconfort pour ceux qui ne se retrouvent pas dans ces valeurs. Ceux qui n'ont pas de succès dans ces valeurs tombent dans la frustration, dans la pauvreté. Depuis une identité basée sur le religieux, je parle de ma propre foi, la foi chrétienne, pour pas, je généralise un petit peu, la chrétienté en général. Le pécheur, celui qui ne fait pas bien les choses, trouvera l'amour et trouvera l'amour de Dieu, trouvera le pardon, parce que Jésus est venu et s'est crucifié pour nous. Alors il y a un réconfort. Et il y a aussi la conception du royaume de Dieu. Et je pense qu'il y a aussi des solutions similaires dans d'autres religions, qui fait que l'homme retrouve encore son sens dans la société. Dans l'identité capitaliste, qui est l'identité qui prévaut en Europe, ce sens se perd quand l'homme ne trouve pas ses valeurs, ce succès. Et moi, je me demande comment réconcilier cette approche capitaliste et comment créer dans cette approche capitaliste cette dimension religieuse. S'il y a une société très rationaliste qui cherche de moins en moins un peu cette approche spirituelle et qui ne croit plus à cette identité. Ça ne veut pas dire que la religion n'existe plus en Europe, mais elle a moins de valeur, disons, dans le sens de la construction de l'identité. Merci. Merci pour cet apport. Je ne sais pas si vous voulez réagir, peut-être, Monsieur Ferrara, puisque vous avez intégré ou proposé cette intégration de la religion. Hein, j'entends, il y a cette dimension qui est importante. En même temps, on ne parle plus de racines chrétiennes. On a un autre cas de figure qui est celui de cette société capitaliste, etc., fondée sur la consommation, etc. Donc, peut-être brièvement, Monsieur Ferrara, avant que je n'arrive aux conclusions. Il faudrait faire un séminaire entier sur ça, sur l'identité européenne. De toute façon, très brièvement, c'est quand je dis, je fais mention aux racines, c'est pas parce que je ne crois pas à l'importance des racines, bien entendu, mais les racines produisent des fruits. Le problème, ce sont les fruits qui ne sont pas là. Donc, on doit mettre en question les racines, la qualité des racines, si on ne voit pas des fruits. Et en plus, j'aime beaucoup un auteur libanais qui s'appelle Amin Malouf, qui a écrit, je crois, un très petit livre sur l'identité, les identités meurtrières, non, justement. Et il dit, les identités deviennent tout à fait assassins, meurtrières, parce que
on a une conception de l'identité qui est monolithique. Et il dit, je suis libanais et j'ai une identité qui est polymorphe. Donc, une identité qui comprend beaucoup d'appartenances. Je suis en France, je me sens français, mon origine est libanaise. En même temps, je suis membre de ma famille, de l'université, de la communauté de la littérature et tout ça. Donc, chacun de nous a une identité qui est déjà plurielle. Donc, penser qu'on puisse définir l'identité européenne de façon finale comme une identité avec des points de repère qui ne changent jamais est illusoire et aussi n'est pas, disons, en ligne avec l'histoire du monde, pas seulement l'histoire de l'Europe. Donc, il faut se mettre d'accord sur la conception de l'identité que nous avons, qui est une identité dynamique qui change, qui devient, et nous devrons ensemble, à travers la fraternité, découvrir la façon d'être ensemble, quelque chose de différent, mais même quelque chose de mieux de ce que nous sommes maintenant. Merci. Je crois qu'on arrive à la conclusion de ce débat. Je vais essayer de reprendre peut-être quelques mots clés qui m'ont frappé, parce qu'il ne s'agit pas de faire une longue conclusion, surtout pas dans la situation où je suis actuellement. Donc, je dirais que grosso modo, on a beaucoup parlé des constats, des crises, crise migratoire, crise financière, crise démographique, etc. Mais qu'on a surtout essayé de travailler sur des pistes à la fois concrètes et parfois aussi beaucoup plus philosophiques, de sagesse, je dirais. On a notamment fait un appel, au fond, en direction des politiques pour que ceux-ci soient plus courageux dans leurs décisions, prennent des décisions qui ont peut-être des risques de ne pas plaire à la population, mais qui sont plus justes. Il y a également eu un appel à l'explication de ce qui se passe, parce que je crois qu'un des déficits actuels, c'est cette absence de pédagogie de l'Europe. Au fond, on est saisi par la vitesse avec laquelle les choses vont, sans qu'on ait réellement compris où sont les enjeux, parce qu'on est saisi dans le mouvement. Donc, la pédagogie, pour moi, est un élément important. Également, un appel aux jeunes, mais finalement, on n'a pas tellement parlé des jeunes, sauf peut-être à travers le projet sur lequel je reviendrai tout à l'heure, le projet de Madame Courtens. Le deuxième élément, c'est la question des réformes, alors des réformes institutionnelles. On a beaucoup parlé de ces réformes politiques. Et de quoi s'agit-il en fait? Il s'agit surtout de faire une Europe sociale, mais aussi une démocratie qui soit transnationalisée. C'est-à-dire qu'il faut travailler effectivement au niveau de tous les États et non seulement au niveau de ces concepts Europe qui se développent de manière in abstracto, mais vraiment travailler à la base. Et pour ça, il y a vraiment toute la question de l'intégration et du rôle de la société civile. L'exemple de Madame Courtens m'a vraiment frappé dans le sens où on a vu qu'on a eu un exemple d'intelligence collective. On a eu à la fois un État italien qui, une fois de plus, s'est montré courageux, innovateur, et pourtant, c'est pas l'État le plus riche au monde et encore moins en Europe. Ensuite, on a eu des églises qui ont fait leur boulot pour certainement convaincre l'État. Vous nous avez pas donné tous les exemples et tous les dessous des négociations, mais je peux imaginer que ce n'a pas été simple. Ensuite, on a eu ces visas accordés dans des ambassades qui ont pris du temps, etc. Et on a eu l'arrivée de ces personnes avec maintenant un projet d'intégration qui sera peut-être difficile, certainement qui sera difficile, mais qui a lieu. Donc, pour moi, c'est vraiment l'exemple, au fond, qui devrait être répété ailleurs. Et je pense qu'on aurait les moyens, notamment en Suisse, de pouvoir le faire. Alors, de quelle manière, etc. Je pense qu'on a de quoi nous inspirer là. Ensuite, on a eu toute la question des valeurs. On a beaucoup parlé des valeurs, tout en n'ayant pas complètement saisi. J'ai entendu beaucoup le mot de respect, beaucoup plus que le mot de tolérance. J'ai entendu le mot de diversité qui a fait la richesse de l'Europe. Et la fraternité, c'est un mot qui est revenu aussi assez fréquemment. Et ensuite, on a eu la question de l'engagement. L'engagement, chacun est appelé à prendre ses responsabilités. Reprenant la règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à toi-même, ou plutôt fais aux autres ce que tu souhaiterais qu'on fasse à toi-même. Donc, je pense que ça, c'est la base, l'engagement, avec la responsabilité à la fois individuelle et collective. Ensuite, il y a eu tout cet élément de l'intégration de la religion. Je crois que plus que jamais,
la religion ou les communautés religieuses ont un rôle à jouer et elles doivent le faire valoir. Non pas pour revendiquer la suprématie de leur foi, mais plutôt pour partager ce qu'elles ont de magnifique, leur richesse, avec les divers types de populations. Et enfin, évidemment, la question de l'identité qu'il faudrait peut-être repenser, sur la base, oui, peut-être des valeurs chrétiennes, mais de manière très éloignée, peut-être, repenser ces identités, de quoi sont-elles faites? Plutôt qu'être des identités meurtrières, essayons qu'elles soient des identités de vie, d'innovation, d'imagination créatrice. Voilà, je crois que j'ai un peu résumé, je pense que chacun en a retiré quelque chose, alors j'aimerais vraiment chaleureusement remercier tous nos intervenants à ce débat, et puis donner la parole, et ce sera, je pense, une magnifique conclusion, à notre secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, M. Olaf Tveit.